Bonjour, nous sommes le samedi 26 décembre 2020. Nous sommes dans la trêve des confiseurs et mes amis, qu'est-ce qu'on en a bien besoin. Euh, J'hésite à appeler ces petites vidéos où j'ai pas un thème bien précis, euh, que j'appelais le temps qu'il fait tel jour. J'ai envie peut-être de commencer sous un autre label, Chronique de l'effondrement. Je vais voir si ce sera le dernier, le temps qu'il fait, ou le premier du Chronique de l'effondrement. Parce que finalement, quand je fais maintenant des vidéos comme ça sur plusieurs thèmes, ouais, en fait, il y a un thème principal en arrière-plan qui est l'effondrement. Et de plus en plus, je ne sais pas tellement combien de temps je vais consacrer à ça, et du coup, l'autre fois, là, quand j'ai parlé de c'était quoi? Ah oui, de ce qu'on peut savoir du réel, je me suis aperçu, quand c'était terminé, que j'avais soif. Et donc, j'ai amené ma théière à proximité. Voilà. Euh, et je vois ça s'installer dans le style de ces réunions Zoom ou autres, e-campus et autres moyens de se voir tous ensemble. Euh, les gens viennent avec leur sandwich, viennent avec leur truc, il y a leur chat qui passe. Il y avait une dame là l'autre jour, elle a la queue de son chat qui passait juste en dessous de son nez, et tous les présents pouvaient voir ça. C'est quand même un avantage par rapport à la manière dont ça se passait dans des salles de classe. Tout est en train de changer, hein, et plus on s'installe dans la, voilà, dans la non-gestion, dans le stop and go de, de la pandémie, plus il sera difficile de faire entièrement machine arrière. Euh, il y a quelqu'un l'autre jour, c'est quelqu'un qui, bon, depuis un certain temps, plusieurs années, me revient régulièrement en disant est-ce qu'on ne peut pas publier, vous ne connaissez pas quelqu'un qui serait prêt à publier mon manuscrit, je l'ai déjà mis en contact avec certaines personnes, ça n'a rien donné, et puis il revient, ah il faudrait que je publie, il faudrait que je publie, et puis euh, j'ai fini par lui dire pourquoi voulez-vous publier votre bouquin. Ça correspondait avec une constatation que j'avais pu faire moi-même, c'était que depuis que je fais mon blog en c'est quoi, février de 2007, hein, c'est ça, oui, février 2007, j'ai toujours un petit calcul dans ma tête, est-ce que je travaille plutôt à mettre des choses en ligne sur le blog ou à travailler à, voilà, à terminer un bouquin, à assembler un bouquin, etc. Et puis je me suis aperçu que maintenant j'ai plus d'hésitation. Vous me regardez davantage sur les vidéos que vous ne lisez le blog. Si on prenons un paragraphe, voilà, l'idée, voilà, un paragraphe écrit. Quelle est la probabilité aujourd'hui qu'elle soit lue dans un livre? Hmm non, qu'il soit lu dans un livre. Et comparons ce chiffre au chiffre que ça devait être en 2007. Bon, probabilité que ce soit lu dans un livre en 2007 devait être encore assez élevée. En 2020, à mon avis, est assez faible. Est assez faible. Et je le vois du côté du désarroi des libraires, c'est évident, mais le désarroi des maisons d'édition. En amont n'est pas beaucoup moindre. Pas beaucoup moindre. Alors, l'autre jour, je me disais, est-ce que tu mets plutôt un truc en ligne ou est-ce que tu travailles plutôt à des bouquins? Et, là, j'avais plus d'hésitation, hein, plutôt les trucs en ligne. Alors, je vous le disais, bon, si c'est une vidéo, c'est encore davantage regardé, mais qu'un texte écrit. Mais si vous voulez qu'un texte écrit soit vu, mettez-le en ligne et arrangez-vous pour que les gens le voient. Euh, Bien, bon, alors, effondrement, de quoi on va parler? On va parler de... Allez, en général, je mets la France, la Belgique, la Suisse au bout, le Québec. On va commencer par la France, et puis on parlera du Royaume-Uni, je ne sais pas trop pourquoi, et puis on parlera des États-Unis, et là aussi, je me demande qu'est-ce que j'aurais bien à dire à ce sujet. La France...
Pourquoi ça marche comme ça marche maintenant? Alors, vous savez, il y a un truc qui est le souverainisme. Et il y a des tas de gens avec qui je suis d'accord sur beaucoup de choses, sauf sur une chose. Ils ont cette idée du souverainisme. Je me souviens d'une réunion qui avait été réunie par X, où il y avait, parmi les gens que je connaissais, il y avait aussi Y et Z, etc. etc. Et cetera. Et c'était fermons les frontières, à mort ou au libre-échange, etc. etc. Et, euh, et ça, on voit bien que dans une pandémie comme la nôtre, ça rend pas service. Ça rend pas service. À plus petite échelle, ce souverainisme, c'est du régionalisme, c'est le pouvoir délégué un peu partout. Et on a vu comment ça a marché aux États-Unis. Des ordres viennent d'en haut qui sont contredits par les gouverneurs. Les gouverneurs sont contredits par les villes sont contredites, ça on l'a vu récemment, en particulier en Californie, les villes sont contredites par les shérifs des comtés locaux, et mes amis, quelle pagaille. Euh, sur une pandémie, il vaut mieux un gouvernement centralisé qui prend des décisions qui sont appliquées absolument partout. Donc cette idée de régionalisation, c'est finalement, même dans la régionalisation, qu'est-ce qui est en train de gagner? C'est cette idéologie de la concurrence contre celle de la solidarité. Bon. Plus l'unité est grande, comme l'Union européenne avec le Royaume-Uni, plus on a de la chance de vouloir pouvoir faire des choses ensemble. Alors vous me dites, oui, mais l'Union européenne, c'est une saloperie, etc. C'est une saloperie pour une seule raison. C'est une saloperie pour une seule raison. Ils en ont fait un marché, et puis quand on a dit on va faire autre chose de ça, avec ça qu'un marché, les marchands ont dit non. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Comment s'appelait l'Europe des six? Ça s'appelait le marché commun. Ceux qui mettaient ça en place, ils n'avaient pas d'autre vision que d'en faire un marché. Alors c'était à nous donc, voilà, de les forcer à faire autre chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a élu des représentants à nous de droite, voilà, conservateurs, etc., qui finalement étaient bien contents de laisser les marchands faire ce que les marchands avaient envie de faire. Bon. Alors, ça c'est un truc. Ça c'est un truc qui ne marche pas, cette régionalisation, avec une absence de coordination. Comme en arrière-plan, on a enlevé le plan, la planification, même si c'était le gouvernement qui devait décider de ce qu'on fait, il ne sait plus exactement ce qu'il faudrait faire parce qu'il y a, oui, on fait encore de la planification ici et là, c'est des bureaux de plan qui ne sont pas coordonnés, qui font des rapports à titre purement consultatif et ça n'a aucune implication de manière impérative ou non. Et puis en France, il y a un autre problème, il y a un autre problème. Et ce problème, c'est quelqu'un qui me l'a très très bien exposé. Il me l'a très bien exposé un jour, à midi, au déjeuner, à l'intérieur d'une institution qui se trouvait près de l'Observatoire à Paris, dans un très beau bâtiment qui ressemble à l'extérieur d'une mosquée. Je ne connais pas l'histoire de ce bâtiment. Et qu'est-ce que c'était? C'était la cantine de l'ENA. Voilà. Alors, on m'avait invité à parler à l'ENA et j'ai eu une conversation très intéressante avec, bon, je fais une conférence, puis c'était une conversation. C'était il y a longtemps. C'était peut-être il y a 10, 11 ans, et assez significatif, et c'est une critique qu'on ne m'a pas réinvité depuis. La personne qui discutait avec moi, qui vendait la mèche, qui m'expliquait véritablement comment ça marchait à l'heure du déjeuner, bon, il n'avait pas l'air d'être particulièrement ostracisé par ses petits camarades, mais il parlait de l'atmosphère absolument incestueuse, de l'arrogance de classe, du fait que ces gens sont convaincus qu'ils savent tout, qu'ils n'ont pas besoin de l'avis des autres, et que on voit le résultat maintenant, ils sont dans une tour d'ivoire à leur manière, ils ont perdu tout contact avec la réalité, et quand il s'agit de prendre une décision de quelque chose qui vient où il y a de la attention, nature sous forme de virus, alors là, elle est complètement perdue, c'est la panique, si on le voit, le ministre machin dit un truc, 10 minutes plus tard, l'autre ministre dit le contraire, et ainsi de suite. Tous des gens en fait qui n'ont jamais, ce sont des institutions où voilà, on s'est concentré sur les moyens, on a oublié totalement les finalités. On vous dit, voilà, chez les souverainistes, on vous dit du mal de Colbert. Alors moi je dis toujours du bien de Colbert, colbertisme, c'est très bien le colbertisme. Je ne parle pas de l'autoritarisme, mais je parle d'une vision globale des choses. Quand la solidarité marche, eh bien on étend et on passe à autre chose. Le plus grand, et on continue à étendre la solidarité.
cette histoire de compétition, de concurrence, d'ultralibéralisme, où c'est la concurrence, la compétitivité, c'est ça qui va nous sauver. Ben, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Quand les villes se battent entre elles pour obtenir des masques ou des vaccins, non. Si. Alors on va me dire, je vais dire, ah, on voit venir, vous allez dire du bien de la Chine. Est-ce que ça marche en ce moment, oui ou non, en Chine? Il y a les Ouïghours, oui, les Ouïghours, je l'ai déjà dit, c'est une minorité musulmane. Il y a depuis, voilà, il y a des gens qui ont l'amabilité de m'envoyer pas mal de documents. C'est une région sécessionniste depuis très très longtemps. C'est une région turkmène, ce ne sont pas des Chinois de type Han, etc. C'est allez, est-ce que je dirais, c'est le Alsace et la Lorraine, ce sont les cantons rédimés en Belgique, ce sont ces régions, c'est le Tyrol italien, ce sont ces régions qui ont été toujours des enjeux entre différents pays et où l'identité est... bon, moi, allez, je pense à un Alsacien. Il dit, on va chanter quelque chose. Allez, est-ce qu'ils vont chanter comme ça, voilà, dans une soirée, dans un café? Est-ce que ça va être en français ou est-ce que ça va être en allemand? Bon, je dis pas, hein, je donne pas la réponse, je donne pas la réponse, mais vous la connaissez. Bon, ce sera un patois local. Rien de tout ça n'est évident, mais il vaut mieux étendre à la solidarité que de se replier sur des unités de plus en plus petites, parce que quand vous aurez le souverainisme du pays, voilà, comme les Anglais viennent de faire, allez, vous le voyez bien ce qui se passe. L'étape suivante, c'est l'indépendance de l'Écosse, du Pays de Galles. Bon, pas de la Cornouaille, parce qu'il y a des unités qui sont devenues quand même trop petites. Ça va être l'Irlande du Nord attachée à l'Irlande du Sud. C'est un mouvement qui va faire éclater le pays. Ça va faire éclater. Ce Brexit, voilà. Depuis qu'il y a eu la campagne du Brexit, depuis que les 4 ans qui se sont écoulés depuis, les gens prêts à voter pour l'indépendance de l'Écosse, bon, à chaque sondage, ça augmente. Hein. Ça augmente. Alors une fois qu'on aura bien établi le souverainisme en France, la Bretagne fera sécession. Elle fera sécession parce qu'il y aura des décisions prises par des paris, comme on a vu en Angleterre récemment. Les gens de Londres, ils croyaient qu'ils prenaient des décisions pour tout le monde, hein, au Parlement. Ah ben non, ils n'ont pas fait attention à la dévolution, c'est-à-dire au fait qu'en fait il y a des compétences qui ne sont plus pour eux. Alors qu'en fait, donc, leur parlement à Westminster, c'est essentiellement l'endroit qui prend des décisions pour l'Angleterre, et pas pour le Pays de Galles, et pas pour l'Irlande du Nord, et pas pour l'Écosse. Et maintenant, bon, comme un certain nombre de décisions ont été prises au finish sur l'accord du Brexit aux dépens justement de l'Écosse, voilà. Alors, un souverainisme en France, allez, on va le faire, etc. Je ne vous donne pas très longtemps pour que des partis déclarent, voilà, peut-être pas déclarent tout de suite leur indépendance, mais qu'il y ait des mouvements indépendantistes à l'intérieur. Il n'y a pas de limite à ça, il n'y a pas de limite. C'est pas une bonne idée, ce souverainisme. C'est en fait, dans les temps contemporains, c'est une conséquence de plus de l'ultralibéralisme. Comme l'individualisme, Il y a un papier qu'on vous montrera peut-être sur le blog, mais il dit des choses qui vont... c'est un papier qu'on m'a soumis. Mais il dit des choses qui vont tellement à contre-courant de ce que... Ce sont de vérités, hein, ce sont vraiment de vérités élémentaires. Et si c'est bien présenté sous forme de théorème, je crois que ce sera imparable. Mais ça va tellement à l'encontre de ce que les gens de bonne volonté, même les gens de gauche qui effectivement ne se rendent pas compte que la plupart de ce qu'ils revendiquent maintenant comme étant leur principale revendication, ce sont des idées qui au XIXe siècle étaient des idées qu'on mettait carrément dans la droite conservatrice. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite de ça, parce que je vous dis, c'est pas au point. Et si je donnais des morceaux,
ce serait pas solide, suffisamment solide. Alors, bon, je parle de l'Angleterre. Ils ont, voilà, ils ont passé leur accord. J'ai mis tout de suite un vilain gros crapaud sur mon blog pour montrer à quoi ça ressemblait. Ça va être la catastrophe, ça va être la catastrophe. Alors il y a des gens qui se réjouissent justement, les souverainistes de tout poil, en disant ah c'est formidable. Et là je viens de dire ce que j'en pense, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement. On n'est plus dans un monde où on peut dire on ferme les frontières et ça sera mieux entre nous. Euh, il y a des minorités dans les pays. Hein. Il n'y a pas qu'en Chine qu'il y a des Ouïghours voilà, ou des populations, des minorités importantes dont la représentation du monde n'est pas celle justement de manière typique des énarques qui nous gouvernent. Alors, comme je l'ai dit à quelqu'un, moi j'avais souhaité qu'il n'y ait pas ce Brexit. Alors on dit oui, votre prévision n'a pas marché. Oui, oui, mais c'est comme les subprimes. Une personne qui critiquait, c'était bien une personne qui critiquait justement ce colloque sur le prophétisme où on nous avait rassemblés comme prophètes, les gens qui avaient prévu correctement la crise des subprimes. Il y a quelqu'un, un présentateur, qui a dit de notre session, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Morin, a dit c'est pas prophète qu'il fallait vous appeler, il fallait vous appeler lanceur d'alerte, lanceur et lanceuse d'alerte. C'est ça. Et un lanceur d'alerte, il veut pas nécessairement avoir raison quand il dit il va y avoir une catastrophe. Non, s'il lance l'alerte, c'est pour qu'elle n'ait pas lieu. Alors, dans le cadre du Brexit, je me suis trompé en disant que ça n'aurait jamais lieu. J'ai fait trop confiance au QI des Britanniques que j'ai connus. J'ai mis entre parenthèses un certain nombre d'éléments, mais j'aurais peut-être pas dû. J'ai déjà raconté ça quelque part. Je ne crois pas que ce soit dans une vidéo. Enfin, du coup, je le raconte. À l'époque où j'habite l'Angleterre, je suis dans la maison, donc je suis encore thésard, je ne suis pas encore jeune professeur. Et on sonne à ma porte, et c'est une... Bon, je parle déjà, je dirais, un anglais très correct, qui fait qu'il n'est pas évident que je ne sois pas quelqu'un du lieu. Il y a une dame qui sonne à ma porte, qui dit est-ce que je pourrais éventuellement vous parler un petit peu des élections qui vont venir. Oh, je dis ben oui, hein, je suis anthropologue, sociologue. Entrez donc, chère madame. Voilà, alors je lui offre du thé comme on fait là-bas. Ça me fait penser que j'en ai un peu là, je vais en prendre une gorgée. Alors elle m'explique son truc, etc. Bon, elle est très contente, j'écoute, je pose des questions intelligentes à son sens. Et, euh, et puis elle dit, voilà, je vais partir, est-ce que je pourrais compter sur le fait que vous votiez pour le Parti conservateur. Ah, je dis malheureusement, ben, je n'ai pas la nationalité britannique, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Et à ce moment-là, elle sursaute. Elle sursaute avec un mouvement de recul et elle dit one of those, un de ceux-là. Elle m'avait parlé comme un anglais, parce que je parlais l'anglais quand je lui posais mes questions. Et on ne pouvait pas trop deviner que c'était pas de l'anglais correct. Et je l'avais berné. J'étais le diable, the devil in disguise. J'étais Satan, portant déguisé en agneau. Oh, voilà. Alors, c'est ces gens-là qui ont fait le Brexit. Hein. Bon, voilà, cette dame-là, elle est morte depuis longtemps. Ça se passait quoi en 74, 75. Mais il y en a d'autres, Hein. Voilà, alors maintenant ils vont voir ce que ça donne, ça va faire chuter leur produit intérieur brut à la vitesse du son, ou peut-être même de la lumière. Ils n'auront plus à bouffer, le prix de la bouffe va augmenter de manière considérable. Il va y avoir les Écossais, les Irlandais du Nord et les Gallois qui vont gueuler pendant ce temps-là. La City va essayer de renverser le gouvernement, parce que la City elle est morte là. La City de Londres, elle va devoir s'exiler, mais où? Pas dans un pays souverainiste, ils ne feront pas l'erreur une seconde fois. La finance internationale, c'est pas vraiment des amis à moi, mais je la connais bien, oui. C'est comme, voilà, c'est comme les aristocrates anglais, j'en suis pas, mais je les connais bien aussi, de l'intérieur.
ça va être la catastrophe. Et oui, comme je disais à quelqu'un, ça va pas être simplement pour prendre, voilà, c'est quoi l'expression? Pour le plaisir pour le plaisir de dire du mal, ou je ne sais plus ce que j'avais dit. Euh, c'est parce que bah, je vais continuer à essayer de lancer des alertes sur les autres catastrophes qui vont encore venir, qui vont venir avec ça. Euh, mais le fait est que bon, quand un effondrement est en cours, le pouvoir d'un individu pour lancer une alerte et qu'on l'écoute éventuellement, ça va. Bon, puisque finalement, on m'a invité à l'ENA juste après, quand j'avais encore la réputation d'être le gars qui avait un des six, du gang des six qui avait prévu correctement avec un livre la crise des subprimes. Mais dans l'effondrement même, on peut essentiellement, oui, voilà, c'est des chroniques, on peut faire des chroniques de l'effondrement. Alors, l'Angleterre, dans son apoptose, dans son suicide programmé, euh, oui, ce sera plus des descriptions que des lancements d'alerte. De même pour Trump, moi je lui consacre beaucoup moins de temps maintenant. Les dégâts qu'il va faire, il va essentiellement les faire maintenant. Mais j'arrête mes chroniques au jour le jour sur les dégâts de Trump. Là, je pourrais pas. Je pouvais lancer des alertes sur Trump, mais faire la chronique de ces dégâts, non. Merci. Tout seul, j'y arriverai pas. Où est-ce qu'on en est Ah oui, le coup d'État, c'est pour le 6. Voilà. It will be wild. Voilà, ça va être sauvage. Hein, voilà. Il demande à ses partisans de venir protester quand le Parlement et le Sénat vont entériner le résultat des élections. Bon, qui est déjà tombé. Je vous rappelle, c'est quoi 306 contre 232 voix. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire hein, du 306 contre du 232. Alors, ben, on peut envoyer les Proud Boys, toutes les milices suprémacistes blanches qui vont gueuler que les élections ont été truquées, que c'est pas vrai, que c'est pas possible. Il y a même quelqu'un sur mon blog qui est venu dire que c'était Monsieur Joyon, ce qui est dommage, c'est que vous ne compreniez pas les statistiques, que vous sachiez rien en statistiques et en probabilité. Bon, alors je lui ai répondu quand même que si j'ai pu gagner ma vie, c'était pas comme anthropologue, c'était comme statisticien et comme probabiliste. Mais non, il avait trouvé quelque part qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un calcul et que quand sont arrivés, je ne sais pas, c'était 115 000 voix dans le Wisconsin ou un truc comme ça, la probabilité qu'il y ait, voilà, que ce soit des gens, mais non, mais non, mais non, monsieur, ça n'a rien à voir. Les gens qui votent démocrate, ils ont été prudents, ils ont mis un masque, ils sont restés à la maison, ils ont voté par correspondance. Alors quand les votes par correspondance, quand on les ouvre, les questions de probabilité, non, on aura des gens qui votent démocrate au moment où on ouvre ça, parce que les autres, ils sont venus voter sans masque, etc. Bon, alors oui, Proud Boys. Donc voilà, donc le soulèvement, ce sera donc le 6 janvier, où il a demandé à ses troupes de venir. Il leur a dit, il y a une petite maladresse parce qu'il leur a dit de venir à Washington ou dans le périmètre où il leur a dit de venir. On ne peut pas porter les armes. Alors, il y a déjà bon, des discussions sur l'Internet, comment faire passer ces armes quand même, etc. Mais enfin, si je sais qu'il y a ces discussions sur Internet, c'est parce que c'est le FBI qui en parle. Donc lui, il est au courant aussi. Donc on va voir, on va voir. Mais il risque, il risque quand même d'y avoir des morts le 6 voilà, quand le Deep State, avec la complicité de tous les gens qui ont vérifié les élections, avec la complicité d'Hugo Chavez, etc. Là, je fais une petite parenthèse pour les complotistes qui me regardent quand même. Euh, bon, donc insurrection le 6, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, il gracie, il amnistie tous ses copains, tout le beau-père de son le beau-père de son beau-fils, non, pardon, le père de son beau-fils. Je suis un spécialiste de la parenté, il ne faudrait pas que je m'en mêle sur des trucs comme ça. Le père de son gendre, escroquerie, un type qui a fait du chantage aussi sur son propre beau-frère.
Il amnistie, bien entendu, tous les gens à qui il avait promis une amnistie s'ils se taisaient quand ils passaient devant la commission Mueller, donc les Roger Stone et les Manafort. Heureusement pour nous, ces gens sont des gens sur lesquels une épée de Damoclès qui s'appelle espionnage pend toujours. Et donc, il n'est pas certain qu'après le 6 janvier, plutôt après le 20, après l'inauguration, il n'est pas certain qu'il court toujours les rues comme il le fait et plastronne comme ils le font maintenant. Alors, il amnistie aussi les gars, la firme de mercenaires qui avait tiré dans la foule à Bagdad. Et bien entendu, pourquoi? Oh, ben, parce que hein, qu'est-ce qui tuait là-bas ces gens-là? Ben, pas des gens comme nous, pas des gens comme nous. Alors on s'aperçoit maintenant, enfin ça devient quand même de plus en plus clair. Pourquoi est-ce qu'il a dit aux gens pas mettre de masque, etc. Bon, il savait que lui, il aurait le traitement de luxe si nécessaire. Pourquoi pas de masque? Parce qu'on l'avait convaincu que ce qu'il fallait faire, c'était l'immunité de groupe, de laisser les gens s'infecter, etc. Et pourquoi ça ne dérangeait pas trop? Ben, regardez sa politique migratoire, parce qu'il voyait bien que c'était des gens de descendance africaine et que c'était des gens hispaniques, comme on dit là-bas, c'est-à-dire des Amérindiens d'Amérique centrale, qui attrapent ça essentiellement dans leur pays. Pourquoi? Bah, essentiellement parce que c'est des gens qui travaillent vraiment. C'est des gens qui ne peuvent pas faire du télétravail parce que leurs emplois ne sont pas dans le télétravail. Ils sont moins bien couverts de toute manière par l'assurance. Par les assurances santé, puisqu'elles sont privées. C'est-à-dire que c'est des choses comme j'ai vu en Afrique, quand le médecin me dit ah, ben vous avez encore que deux dysenteries, vous avez une namibienne et une bactérienne, bah, vous allez relativement bien par rapport aux gens que vous avez vus dans la salle d'attente. Et alors, je lui dis oui, enfin, j'étais déjà pas très content avec mes deux dysenteries, même avec une, on est déjà pas très content. Il dit oui, parce que bah, ici, c'était à Accra, au Ghana, et bah, ici, il faut avoir 3-4 maladies avant qu'on vienne vraiment chez le médecin parce que ça coûte cher. Voilà. Alors, donc, immunité de groupe, pourquoi? Bah, parce que voilà, c'est des gens pas comme nous qui attrapent ça. Et, euh, et c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des suprémacistes blancs dans les gens qui le soutiennent? Make America white again. Bon, mais j'ai dit, je ne consacre plus trop de temps à ce type, sauf s'il réapparaît dans ce qui va être allez, je vais l'appeler comme ça, chronique de l'effondrement numéro 1 pour aujourd'hui. Je crains qu'il faille que je vous revienne dans pas trop de temps pour vous donner l'épisode numéro 2, la chronique numéro 2. En attendant, bah, passez une bonne trêve des confiseurs. Tant qu'il ne se passe pas trop de choses à l'extérieur, c'est déjà pas mal. Enfin bon, on l'a vu, hein, on peut encore avoir un Brexit au plein milieu de Noël, donc n'espérons pas trop qu'il ne se passera rien d'ici le 31 décembre. De toute façon, on ne peut pas sortir. Ne vous inquiétez pas, c'est dans la plupart des pays, quand on ne peut pas sortir, c'est pas lié à un gouvernement particulier, c'est lié à la manière dont en Occident on gère des choses comme ça, par du stop and go, par des hésitations entre l'immunité de groupe et l'éradication. Et comme la procession d'Echternach, comme on dit chez moi. Echternach, c'est une ville du Luxembourg. Il y a une procession où on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà, alors ça c'est la politique occidentale en matière de gestion des crises. À bientôt.